Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Je suis goutte à bouteuse, hacheuse, ciseleuse, accoucheuse, dentelière. C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions. Tu es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça. C'est mettre nos compétences et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision. Un film, c'est plus forcément des raccords, mais c'est aussi un sentiment. C'est un curieux mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller. C'est vraiment de l'ordre du ressenti et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition, parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais les mêmes choses, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours. Play, pause, cut. Je débarque dans le 16e arrondissement de Paris un soir de décembre particulièrement froid pour faire la connaissance d'une monteuse à l'enthousiasme débordant. Elle alterne entre montage de bandes annonces pour OCS ou Canal+, et émissions grand public comme Fort Boyard, Le Grand Blind Test ou Drag Race France que j'affectionne particulièrement. Aucun risque de spoil de la saison 2 par ici, car le tournage n'avait pas encore commencé lorsque nous avons enregistré cette conversation. On a parlé des coups de pouce bienvenus, de l'importance de se faire confiance, mais aussi du sexisme ambiant dans certaines équipes, ou encore de la diversité dans nos métiers. Salut Yasmina. Bienvenue dans la salle de Trine Nguyen Dinh. J'ai mis les chaussures, t'entends bien les pas là. Donc bienvenue chez Planimonteur. C'est un prestataire en fait de post-prod. C'est là que j'ai fait mes débuts. Ouais. La première fois je suis venue ici, ça me semblait super grand. Tu connais toutes les salles. Ouais, là, je pense que c'est l'endroit que je connais le plus par cœur, quoi. Les gens, voilà. Donc c'est toujours agréable de bosser ici. Est-ce que tu peux nous décrire ta salle de montage ? Oui, alors c'est souvent un peu la même chose. Ouais, toutes mes salles, c'est un peu comme ça. Parfois c'est un sous-sol, mais là j'ai une fenêtre. C'est souvent donc 3 écrans, donc dont un moniteur pour vérifier un peu ton montage, un clavier à vide. Est-ce que tu personnalises tes salles de montage quand tu arrives ou est-ce que tu changes souvent et du coup en général tu t'adaptes à ce Ouais, c'est tout le temps 2 semaines, 1 mois max. Le truc qui est un peu chiant, c'est que quand bien même tu restes longtemps sur une émission, t'es susceptible quand même de changer de salle. Ah oui. Donc du coup, c'est plus dans mon sac, tu vois, qu'il y a le nécessaire. Tu sais, je l'appelle un peu mon kit. Tu vois, à chaque fois que je commence une émission, quasiment toujours, j'ai un peu toujours la même chose. Donc, une tasse, une gourde et peut-être des Tupperware, tu vois, pour si j'ai bien à manger l'après-midi. Et un ordinateur, parce que des fois, je suis amenée à faire de la rédaction et du coup, c'est plus simple d'avoir mon ordinateur. Et c'est plus ça que je trimballe quotidiennement. Donc comme j'ai des petites sessions, non, j'ai jamais l'occasion de personnaliser. Jamais de poster, ma gourde, ma tasse. En général, c'est le truc qui est le matin quand t'arrives, du coup ton café, ton thé. Et après voilà, t'attaques. T'as ton kit un peu, comment ils appellent ça ? Flex office. Ouais, exactement, c'est ça. On est vraiment en flex office, quoi. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Alors, moi, c'est Trine. Je suis d'origine vietnamienne et j'ai 31 ans. J'ai commencé assistante monteuse, 3 ans, et là, je pense que ça doit faire à peu près 7-8 ans que je fais vraiment du montage intermittente. D'accord. Voilà. En télévision principalement. Donc là, aujourd'hui, on est chez Planimonteur. Ouais, c'est ça, Planimonteur, dans le 16e, pas loin de France Télé. D'accord. Et voilà, je bosse, ça fait depuis, je les connais très bien, ça fait depuis quasiment le début de ma carrière, on va dire, que je suis ici. J'ai commencé en tant qu'assistante. Comme premier boulot, c'était vraiment chouette. D'accord.
Et c'est grâce à eux que tu as pu passer monteuse? Ouais, exactement. Bah, juste après le BTS, ils cherchaient une assistante post-prod pour OCS. Donc c'était... Moi, je me disais que j'étais pas prête. J'avais fait un BTS, donc BTS montage, à Saint-Denis, au lycée Sugère. Et comme beaucoup de mes camarades, je me disais, je vais aller à l'université. Je trouvais que ces 2 ans, c'était peut-être assez court. Et en fait, il y a eu cette annonce. C'est une des meilleures choses qui me soit arrivée parce que j'ai vite réalisé que travailler c'est la meilleure chose, dans nos métiers en tout cas. Puis ça m'a forgé assez vite. Donc en tant qu'assistante pour OCS, j'ai fait 3 ans. Et après en général, si tu veux devenir monteur, tu restes pas... peut-être changer de boîte, aller voir. Ouais, exactement, c'est ça. J'avais même pas perspective, même pas d'intermittence ou quoi, je suis juste partie. Et en fait, j'avais un peu ce rêve, comme peut-être beaucoup de gens, de partir au Canada et je suis restée 6 mois. En plus, sans visa, sans rien du tout, sans visa de travail ou quoi. Et en fait, j'ai fait plein de jobs au black là-bas. C'était super chouette. Mais en fait, j'ai vite réalisé que là-bas, c'était moins avantageux qu'ici. Et au niveau du système, tu veux dire? Ouais, en fait c'est très américain. C'est vraiment, tu travailles pas, t'as pas d'argent, tu travailles, t'as de l'argent. Et ici, on a quand même... Il y a la protection sociale, il y a l'intermittence, Et en fait, j'ai réalisé à quel point en fait ici c'était super bien. Mais j'étais contente d'y être allée pour justement me dire, c'est pas fait pour moi. Et donc je suis revenue, et pareil, concours de circonstances, OCS, ils avaient besoin de gens en plus. Et il y avait, je crois, des postes d'habillage, mais en intermittence. Donc j'ai commencé en tant qu'habilleuse d'abord. Ouais. Et c'était de l'habillage vraiment très simple, c'était pas du tout du graphisme ou du motion design, c'était vraiment sur After, tu vois, des trucs qui étaient déjà préfaits. C'était possible. J'ai eu mon intermittence grâce à ça. Donc les 507 heures, et une fois que tu as les 507 heures, tu respires un peu et tu peux dire non à beaucoup de choses. De fil en aiguille, tu rencontres quelqu'un qui du coup te laisse la chance sur une émission. Et après, en fait, le bouche à oreille est quasiment que comme ça, tu vois, que j'ai eu du travail. Et là, ça fait du coup 8 ans que je fais du montage. Et à l'année, je pense que c'est ce que je fais le plus, des bandes annonces. Et du coup, c'est des bandes annonces pour quel type de programme? Alors, du coup, mes 2 employeurs un peu réguliers, c'est Canal+ et OCS. Canal+ International, donc c'est pas Canal+ France. C'est beaucoup de bandes annonces africaines, mais c'est souvent en fait des films, des séries. Et en fait, ce que je fais le plus souvent, c'est ce que tu appelles des vitrines en fait, c'est-à-dire un mélange en fait de plein de films et de séries. Et donc, c'est un métier je trouve trop fou. Des fois, je me dis, j'ai trop de la chance que le matin, avant d'arriver, je me dis, mes 2 premiers jours, tu fais que regarder des films. Bon, des fois, tu regardes des trucs pas très sympas, tu vois, des bonnes comédies franchouillardes avec Christian Clavier, mais c'est quand même hyper sympa. Et moi, je pense que c'est ce que j'adore le plus dans le métier, quoi. Fabriquer un peu de l'émotion. Tout le monde en plus aime le cinéma, tout le monde aime les séries. Et alors du coup, comment tu procèdes quand tu regardes un programme? Comment tu détectes, qu'est-ce que tu cherches en général souvent, quand tu fabriques tes bandes annonces? J'essaie d'allier plusieurs choses, c'est que des bonnes punchlines. Et comme t'as beaucoup le choix, en fait, si la punchline elle est bien et que l'image elle est bien, du coup c'est sûr je la prends. Et donc en fait mes choix se font un peu finalement entre le son et l'image. Et après, souvent dans une bande-annonce, ce qui fait un peu le tout, c'est la musique, quoi. La musique, c'est vraiment le truc qui me dirige dès que j'ai choisi un peu une ligne directive. Donc est-ce que ce sera plutôt lent, est-ce que ce sera un peu plutôt rythmé? Des fois j'ai des images dans la tête et même parfois je me dis même ce serait bien que dans un des films ça dise ça. Et du coup des fois je peux passer presque toute une matinée à chercher une phrase. Des fois je la trouve pas du tout parce que des fois j'avoue ce qui est un peu chiant c'est que tu dois regarder beaucoup de choses en accéléré. Donc t'as pas forcément tout le temps de te poser. Et c'est un peu tout le temps un peu comme ça je trouve dans la télé. Ça va très très vite. Et du coup là par exemple pour les bandes annonces t'as combien de temps pour
faire une bande-annonce En général, un film, c'est une journée. D'accord. Donc tu regardes et puis après, tu fais ta bande-annonce. Et en plus, en télé, c'est différent, tu vois, du cinéma. Parce que les bandes-annonces ciné, tu vois, elles font à peu près 2 minutes 40. D'accord. Et nous, quasiment en télé, on est toujours cantonné à moins d'1 minute. Voire, chez Canal, maintenant, ils demandent 30 secondes. C'est 30 secondes la bande-annonce. Et t'as de la voix off ou des fois ça t'arrive quand il y a de la voix off, est-ce que c'est toi qui l'écris? Est-ce que t'as quelqu'un avec toi qui fabrique les choses Non. ou, Chez Canal+, c'est moi qui écris. Donc du coup, on te donne le statut de réalisateur. Donc quand tu fais les bandes annonces. Donc je fais à la fois rédacteur et monteuse. J'imagine que quand t'écris, tu dois aussi avoir un rythme particulier. Ouais, c'est pas une phrase, une punchline de film ou du programme. Exactement. Bah tu vois, chez Canal, c'est un collègue tu vois, qui m'avait recommandé. Il me fait, mais t'écris toi? Je fais, ouais, un peu. Et en fait, au début, j'avoue, c'était pas évident. T'écris un peu des choses qui sont un peu bateau, du genre le meilleur film de tout. Enfin, tu sais, des trucs un peu passe-partout. Mais je me rappelle, entre ma bande-annonce numéro 1 et ma bande-annonce numéro 48, j'avais vu une progression, c'était fou quoi. Mes dernières bandes-annonces c'était beaucoup mieux. Mes premières, elles étaient, limite, tu dis qu'elles sont nulles quoi. Moi, je t'avoue, j'adore faire des bandes-annonces sans forcément de voix. Ouais. C'est un challenge en plus parce que du coup c'est pas très didactique. Enfin, toi tu es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça. Puis ça, c'est de faire une narration à partir des sonores qui sont pas existants quoi. J'adore ne pas expliquer quoi, tu vois. Je pense que dans certains films c'est aussi ça. Chez OCS c'est différent. T'as aussi le statut de réal. Mais en fait, tu fais ta bande-annonce et en fait, il y a un rédacteur derrière qui va regarder ta bande-annonce et qui va mettre une voix par-dessus. D'accord. Et pour le coup, c'est assez sympa pour nous parce qu'on n'a pas forcément à écrire. Par contre, quand tu retrouves ta bande-annonce en PAD, donc avec la voix, des fois tu te dis oh mais c'est horrible. Je pense que tu sais que quand t'es monteur et que tu penses que c'est fini et qu'en fait on te rajoute un truc par-dessus et quand on baisse tous tes sons et du coup c'est horrible. Enfin, tu vois, du coup je regarde quasiment jamais trop les PAD et par contre quand même assez souvent ils nous permettent de faire quand même beaucoup de bandes annonces sans voix comme c'est des bandes annonces c'est pas du flux, on te laisse vachement le temps de créer, donc ça veut dire que même des fois je crée des trucs, c'était nul. Et tant pis, tu vois, j'ai peut-être gâché une demi-journée, mais t'as encore une plage où t'as un peu le temps. Et du coup, tu peux refaire des trucs, et ça, c'est vachement bien. Ouais. Alors qu'en flux, en général, rarement. Alors je vois aujourd'hui, du coup, tu travailles sur... c'est une émission de cuisine, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le 3e jour, là, je suis sur Cuisine ouverte. Avec Maurice Sacco. Avec Maurice Sacco. C'est très sympa. C'est sur France 3. Donc France 3, il demande un rythme assez lent. Donc c'est vraiment très sympa à faire. Ouais. Et là, Cuisine ouverte, ça, du coup, je suis partie pour 2 semaines. Tu fais une émission en 2 semaines, c'est ça? Non, on est 2 monteurs pour une hebdo. Et en général, on met 4 jours pour faire une hebdo. Et alors, je vois, toi, du coup, tu mets ta timeline sur un écran complet. Ouais, ça dépend. Ça dépend, ouais. Les émissions de flux, quasiment tout le temps, parce qu'il y a toujours plein de micros. Mais sinon, en bande-annonce, il y a beaucoup moins de pistes. Ouais. En général, on est sur 12 pistes. Tu vois, 4 pistes voix, 4 pistes d'effets et 4 pistes de musique. Et tu mets beaucoup d'effets sur tes bandes annonces ou de bruitage c'est drôle parce que pas en tout cas des bandes annonces films, séries. Par contre, dans les émissions de flux, tout ce qui est pré-gène, tout ce qui est pareil, bande annonce previously de télé-réalité. Là, j'en fais plus, mais au tout début, j'avais commencé un peu en télé-réalité. Et comme j'étais un peu cataloguée bande annonce. Alors qu'en vrai, je faisais que de l'habillage au début, mais bon, au début c'est un peu comme ça. Tu vois, j'ai des copains qui me disent tu dis pas que tu fais pas encore. Tu vas, t'essayes, et en fait, j'ai fait beaucoup ce qu'ils appellent des coming next et des previously, donc d'épisodes de télé-réalité qui sont souvent des quotidiennes. Et donc il y avait parfois 50 coming next à faire, 50 previously à faire, parce qu'il y avait 50 épisodes. Et donc ça, c'est, je pense, un des trucs qui m'a beaucoup
entraîner. Ouais. Donc à aller vite et tout ça, parce qu'au début, tu vois, quand tu démarres, en plus quand t'es assistant, tu crois que tu maîtrises le logiciel alors que pas du tout. T'as encore tellement de choses à apprendre. Et du coup, en télé-réalité, j'en avais fait beaucoup au tout début, maintenant j'en fais plus du tout, parce que le rythme était beaucoup trop intense. Mais ça a été vraiment chouette d'avoir fait ça au début pour m'entraîner. Et pour le coup, quasiment à chaque fois que je fais des bandes annonces de flux, je pense que comme tu sais, l'image elle est un peu plus pauvre, bah il y a plus besoin de mettre des sound effects. Oui, tu profites moins de l'image, t'es plus sur peut-être le rythme de... Exactement. Du coup, t'es obligé de faire des accélérés, voilà, c'est ça. T'es obligé de faire des accélérés, t'es obligé de mettre plein de choses à l'image parce que voilà, alors que en cinéma, en série, t'as pas forcément besoin d'en rajouter plus, que les images elles sont des fois tellement belles que ça va de soi. Après, j'en mets quand même un peu parfois, mais pas autant. Pas autant. Je crois que tu m'as dit que tu travaillais sur Drag Race France. Oui, j'ai beaucoup aimé cette émission. C'est gentil, franchement, c'était super à faire. C'était le truc de l'année, quoi. Enfin, en tout cas, de l'année 2022, là, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'était vraiment genre une des émissions de... Bah, je sais pas si ça peut être considéré comme flux, vu que c'était pas forcément... Enfin, si, ça a été diffusé sur France Télé, mais... Oui, mais c'était pas prévu à la base, c'était France TV /. C'est vrai. Depuis le début, c'était France TV / VOD. Ouais. Ça a tellement cartonné. Je me rappelle, du coup, comme je connaissais... Enfin, moi, j'aime beaucoup la version américaine que je suivais au RuPaul Drag Race, donc je guettais la sortie de la version française. Et j'avais vu le lendemain, ça avait fait 1 million. Mais oui, c'est 1 million, alors que c'était diffusé uniquement en ligne, quoi. Donc, dans la foulée, ils ont décidé de le mettre sur France 2, je crois. Ouais, c'est ça. Même avant qu'on commence à monter, il y avait des rumeurs qui couraient que ça allait peut-être être en linéaire. Et nous, on était mais non, mais si c'est en linéaire, il y a plein de choses qui passeront pas. Tu sais, c'était vraiment... En fait, j'ai tellement... Mais en termes de propos ou en termes de liberté, tu sais, en plus, tu sais, quand on a un linéaire, on est un peu plus, on va dire, charté, je sais pas si c'est ça, plus interdit, quoi. Enfin, et comme, tu vois, c'était quand même beaucoup de trucs, c'était assez naturel, en fait. Tu vois, c'est vraiment presque des copines qui se retrouvaient en tête et qui pouvaient, tu vois, genre dire tout et n'importe quoi, même des conneries, et c'était un peu ça, Drag Race. Peut-être tu peux réexpliquer le concept pour ceux qui connaissent pas l'émission. Le concept, c'est un concours de drag queen, donc 10 queens qui font des challenges, donc un mini défi, un maxi défi et un défilé à la fin. 9 hommes, une femme trans, et t'as toujours des personnalités qui, du coup, à la fin, jugent selon le défi et le défilé qui va partir. Donc, il y avait 8 épisodes, donc à chaque épisode, il y a une queen qui s'en allait, et à la fin, dans le dernier épisode, elles ne sont plus que 3. Et donc, c'était une des premières émissions LGBT diffusées en plus sur le service public, donc on avait un peu la pression. Moi, je me disais, c'est tout ou rien, quoi. On fait Drag Race, soit c'est hyper mal reçu, soit on fait un carton. Et ça a hyper bien marché. On est super contents. Enfin, tu vois, en télé, souvent, en plus, tu vois, moi, j'en ai fait des trucs... assez souvent, c'était des... Enfin, il y avait quand même des trucs, c'était des flops, tu sais, sur le nombre d'émissions qu'ils font. Et là, je sais pas, on y croyait vraiment. Et moi, j'avais jamais vu ça. Tu vois, moi, j'ai été beaucoup dans la télé-réalité, et souvent, télé-réalité, c'était très fake, quoi. T'as des choses qui sont pas réelles, vraiment. Tu vois, c'est très produit, un peu joué, ils sont même parfois trafiqués, tu vois. Alors que vraiment, Drag Race, c'était même dur d'enlever des choses, tellement il y avait des choses, c'était drôle en plus, mais c'était vraiment vrai, quoi. Il y avait énormément de pédagogie aussi, ouais. Après, t'avais le classique, même dans RuPaul, c'est un peu comme ça, et à chaque épisode, il y avait un peu un sujet. Donc, par exemple, le sujet de coming out. Ouais. Un autre jour, c'était un sujet sur les agressions. Ce que ça fait d'être LGBT, tu vois, dans ce monde en France. Et hyper intéressant. Même moi, j'ai appris des choses que souvent, les drag queens étaient souvent à Paris, parce que justement, en province, elles étaient un peu plus attaquées parce que c'était un peu moins dur, c'était un peu moins vu, et donc elles venaient beaucoup souvent
d'ailleurs, mais elles performaient à Paris et elles habitaient aussi souvent à Paris parce que c'était un peu plus simple. Et en plus, notre producteur que j'adore, Nicolas Missoff, sur le casting, c'était hyper important pour lui qu'il y avait de la diversité. Pas que des gens sur Paris. Donc il y avait quelqu'un qui venait de Bordeaux, il voulait aussi absolument qu'il y ait aussi, tu sais, des drag queens à l'ancienne, c'est-à-dire les drag queens, tu vois, Lola la diva. Lola la diva. Et nous, elle nous a fait mourir de rire, tu vois, on s'est dit, bon, elle est partie super tôt, mais voilà. Et en plus, même dans notre équipe, JJ, mon réal post-prod, c'est lui aussi, tu vois, qui faisait un peu le planning et qui m'a mis un peu dessus. Et ils lui ont dit, ce serait cool que l'équipe aussi de montage soit très LGBTQ. Tu vois, et bon, moi je suis hétéro, mais en même temps, tu vois, je pense qu'il y avait le côté un peu diversité. Enfin, tu vois, je suis asiatique, d'origine vietnamienne. Il y avait de la diversité un peu culturelle. C'était très queer. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était super chouette. Et t'avais que des gens bienveillants. Et ça, c'était vraiment... dans le métier, je pense que même si l'émission est nulle, là, c'était pas le cas. Même si l'émission est nulle, je pense que tu peux tout faire en ayant juste une très bonne équipe. Et là, c'était trop bien. Et comment vous organisiez le travail? Alors déjà au départ, ça a été assez difficile parce que comme c'était une première émission, ils nous avaient donné 10 jours de montage par émission. D'accord. On a vite vu que c'était impossible. Et donc du coup, on a demandé à rajouter 5 jours en plus par épisode. Il y avait 8 épisodes, donc 5 x 8. 40 jours de plus. Et pour une prod comme en dévol, c'était énorme. Et vous étiez en charge, c'était un monteur, une émission, ou vous vous répartissiez peut-être mini-défis Ouais, c'est ça. C'était vraiment comme sur Cuisine ouverte. Par séquence donc. Ouais, moi je faisais, comme j'étais là depuis le début, je faisais quasiment la moitié. Si je devais résumer, je faisais quasiment tout ce qui était partie plateau. Ouais. Et après, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'assemblage. Ouais, c'est ça. Et quelqu'un assemble et lisse, du coup. En même temps, c'est JJ qui faisait ça, du coup. Donc le réal post-prod. Ouais, le réal post-prod, il faisait ça. Donc il avait une vision d'ensemble surtout. Et j'étais super contente parce que le premier épisode, du coup, on l'a fait à 2. Et après, je pense qu'on était plus sur une émission, plus 3 ou 4. Selon les divisions. Et le tout premier, on l'a fait vraiment à 2, donc on a forgé le truc. Et il a été hyper bien reçu. Et c'est le premier, du coup, qui a lancé les autres. Donc t'as un peu la pression parce que après c'est charté, quoi. Donc la musique de fin, quand la candidate part, quand elle débrief et tout à la fin, c'était tout la même chose après. Et tout le monde a adoré le premier. Et j'étais trop contente parce qu'on a pris un risque, c'était de pas faire comme dans RuPaul pour la fin. C'est-à-dire de rester un peu plus France. Enfin, tu vois, on se disait ça, en plus on est... Ouais, mais c'est Drag Race, c'est France. Donc on veut mettre un peu plus d'émotion. Parce que tu sais, des fois dans RuPaul, à la fin, c'est... Je sais pas si c'est très américain, mais c'était un peu vite expédié. Bon, après, au bout de 10 ans, tu vois, je suppose que tu vois, on a déjà vu, donc ils expédient un peu vite. Et nous, on a pris le risque de faire un peu de nouveau le truc. Et les producteurs, ils ont adoré, on a laissé le truc comme ça. Et c'est ça qui était cool de faire que ce soit diffusé sur Slash, c'est qu'en fait au départ ils nous demandaient 1 heure, voire moins. Et comme on était sur Slash, on a réussi à faire 1h10, des fois 1h15. Et du coup de rallonger un petit peu, tu vois, ces parties-là qui étaient très émotion et qu'on n'avait pas envie de faire à la va-vite. Et c'était rare de bosser sur une émission où vraiment c'est monté, certes, mais c'est presque fidèle à la réalité. Et du coup, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Pour une émission, ils tournaient combien 2 jours. Sur 2 jours. Donc, t'avais le premier jour, c'était essentiellement mini, maxi défi. Et le deuxième jour, c'était défilé. Et puis, leur laisser un peu de temps pour... Plus les interviews de débrief. Enfin, je sais pas comment ils faisaient. Ah, pour les interviews, je sais pas comment ils faisaient non plus, mais je pense que c'était après, tous les jours. Tous les jours, ils faisaient les débriefs. Parce qu'en fait, notre chef d'aide, en fait, qui était là depuis le début, c'est elle qui nous coupait toutes les interviews, elle les triait. Par exemple, ça c'est pour le défilé, ça c'est pour le maxi défi et tout. Et en fait, on avait un choix et on prenait du coup ce qu'on voulait mettre, tu vois, dans l'émission. Donc j'ai l'impression il y avait elle qui était très importante et nous qui du coup faisions aussi quand même un peu d'édito.
Et j'ai l'impression que quasiment tous les monteurs, JJ avait choisi, je pense, en fonction. Parce que du coup, je sais qu'il y en a pas mal qui hésitent aussi à faire des éditos, qui sont souvent avec des journalistes et qui n'ont pas forcément confiance en eux. Et en fait, quand tu commences un peu à faire... Et moi, au début, j'étais un peu comme ça. Et maintenant... C'est une façon de pousser un peu. Mais tu disais que JJ, donc, il était important pour toi. Ouais, je pense que grâce à lui... Enfin, tu vois, genre... Je te disais... Vous êtes rencontrés comment? C'était sur OCS que vous étiez en fait, lui, il faisait pas mal d'émissions. Il bossait pour Shine, et donc lui, il avait vraiment le rôle de coordinateur. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire la personne qui fait le lien un peu entre le tournage et le montage. Et ça, c'est franchement, quand t'as ça, c'est royal, quoi. Tu vois, parce que souvent, je trouve qu'en montage... en télé, j'ai l'impression qu'on se comprend jamais, on passe notre temps à se dire pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça, alors que tu vois, quand t'as quelqu'un qui passe un peu, qui pond un peu entre les deux, c'est super chouette. Donc du coup, lui, il était plus monteur quand je l'ai rencontré, à ce moment-là, et il chapeautait, quoi. Il était en montage avec nous, il chapeautait, mais c'est lui qui avait la décision finale, puis après, tu vois, t'as quand même le producteur qui regarde et tout ça. Et donc, bref, il y a un de mes collègues qui bossait pour lui, qui bossait chez OCS, et il cherchait du monde, tu vois, pour une émission qui s'appelait Le Grand Blind Test. Donc le Grand Blind Test, c'était ma première émission de flux. Et donc du coup, il vient me voir dans ma salle, un jour, j'étais en habillage chez OCS, oui, j'ai une émission, est-ce que ça te plairait? Et moi, crédulement, je lui disais, ah oui, ouais, très bien, ça me plairait bien, faut que je fasse la synchro. Et il m'a dit, il a rigolé, il m'a dit, parce que tu vois, comme j'étais assistante, et que je faisais de l'habillage, tu vois, mais j'étais pas non plus encore très confiante. Il me fait, mais non, il y a un assistant qui va faire ça. Et donc, je me suis mise dessus. J'étais nulle, j'étais lente, il y avait des trucs que il y avait, enfin, tu crois connaître plein de choses, tu vois, quand tu commences un peu à faire du montage. En fait, c'est là que j'ai compris que j'étais loin d'imaginer qu'en fait, je connaissais rien du tout. Donc c'est là que j'ai commencé à voir ce qui c'était le multicam, et j'étais sur un truc où il y avait au moins une vingtaine de pistes de son, des micros par-ci par-là, et c'est là que j'ai mis un pas dans ce milieu-là. Et j'étais lente, enfin tu vois, et à un moment je me disais mais c'est pas possible, ils ont fait une erreur en m'engageant, c'est pas possible, enfin tu vois. Et là, il était non, prends ton temps, on est tous passés par là et tout ça. Et c'est là que du coup j'ai aussi affronté mes premiers visios. Le visio est dans 2 heures, t'as plein de modifs à faire. Faut pas traîner. Une émission de 2 heures, en plus j'avais jamais fait. Moi j'étais que sur des bandes annonces, des trucs d'1 minute, pas plus. Et là, une émission de 2 heures, j'étais nulle, mais je sais que j'avais un truc, c'est que j'avais la niaque, quoi. J'avais envie de réussir, j'ai resté tard. Et en fait, ça s'est plus ou moins bien passé, je pense. Si tu travailles toujours aujourd'hui. Oui, je vois, voilà. C'est plutôt bien passé. Ouais. Et après, voilà, j'ai fait j'ai fait une autre émission. Où j'ai rencontré pareil une chargée de post-prod, Clio, ça a été aussi quelqu'un d'important dans ma vie. Je pense qu'elle le sait pas. Mais voilà, elle m'a mis en télé-réalité. Donc ce que je disais, j'avais commencé une télé-réalité qui s'appelait Les 10 couples parfaits. C'était pas ce que j'avais envie de faire, mais ça m'a fait un peu comme un entraînement, quoi. Saison 1, ça s'est hyper bien passé. Parce que justement l'équipe était super chouette, et là en saison 2 c'était carrément pas la même équipe, et même je me suis retrouvée avec une équipe, c'était que des hommes. Le chargé de post-prod c'était un homme, le rédacteur en chef c'était un homme, le reste, c'était les postes les plus haut placés, tu vois, c'était des hommes. Et mais parce que c'était quoi? C'était l'ambiance au sein de l'équipe? Ouais, c'était l'ambiance, ils m'oubliaient complètement. C'était vraiment fou. Ils commençaient à parler à vraiment des trucs, genre vraiment c'est hyper cliché. Cul, femme, dénigrée et tout. Et après, tu vois, genre, Trine, t'es là, j'espère que je t'ai pas offensée. Et moi, tu vois, genre, j'étais jeune en plus, tu vois, j'étais encore jeune, je devais avoir 25 ans, et me disait, typiquement, j'ai fait le truc que je ferais plus aujourd'hui. Non, t'inquiète, c'était horrible, vraiment horrible. J'avais accepté 3 mois, et là j'ai dit, je suis désolée, je vous laisse 1 mois pour trouver quelqu'un d'autre. Quand je leur ai annoncé ça, il m'a carrément dit le truc hyper cliché, ma cocotte, c'est comme ça que ça se passe. Et tu vois, quand t'es jeune, j'ai pleuré et ça a rien fait.
Comme si, tu vois, je pleurais pas du tout. Et c'est là que ça m'a confirmé que j'ai bien fait de partir, donc je suis partie. Ils ont retrouvé quelqu'un, tu vois, donc si t'hésites à partir et t'as vraiment envie de partir, retrouvons toujours quelqu'un. En plus, à Paris, tu peux toujours retrouver quelqu'un. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit plus jamais. Et je dis pas que, tu vois, tous les hommes sont comme ça quand ils sont entre eux. C'était vraiment, je pense, certains... Parce que, tu vois, j'avais 2 collègues, hommes, hétéros, qui étaient juste là pendant 2 semaines, et c'était un bol de fraîcheur, tu vois. Ils n'oubliaient jamais, enfin, tu vois, on parlait pas des mêmes trucs et tout. Donc, j'ai pas envie de faire de généralité, tu vois. Est-ce que ça t'arrive souvent, du coup? Est-ce que dans le milieu un peu de la télé-réalité, tout ça, c'est beaucoup d'hommes ou Non, après, je pense qu'il y a une proportion quand même, dans toutes les émissions que j'ai fait, il y a quand même une proportion d'hommes. Il y a un peu plus d'hommes, j'ai l'impression, tu vois, peut-être 70-30 en télé. Tu vois, par exemple, sur le fort, on était que 2. Tu sais, on est une armée sur le fort, il y a quand même beaucoup de monde, on est que 2 femmes. Sur Fort Boyard? Ouais, sur Fort Boyard. Sur Fort Boyard, on est que 2 femmes, et en plus, on est en PS2, donc en deuxième partie de soirée. Mais ouais, moi, dans les trucs, toutes les émissions de flux, quasiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Ouais, je pense vraiment 70-30. Après, c'est peut-être dû aussi tu disais, il y a les grosses plages horaires, il y a une espèce de performance, entre guillemets, qui est peut-être plus valorisée chez... Ouais, peut-être. Ouais, et puis... je sais pas trop. Il y a vraiment un truc... je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, dans tout, c'est vrai que on parlait de, tu vois, le côté un peu racial. Pour moi, j'ai jamais croisé personne d'autre d'asiatique, déjà. Et j'ai un copain, tu vois, qui est guadeloupéen, et pareil, il me disait... je crois qu'on n'a jamais croisé, tu vois, de monteur noir. En plus, moi, j'ai grandi en banlieue, tu vois. J'ai vraiment grandi en banlieue, en cité. C'est là où ils ont tourné La Haine, tu vois, dans une bonne cité. Et je me demande si c'est pas... Je sais pas si c'est un truc qu'on n'incite pas trop, forcément. C'est pas un métier qui est... Peut-être que l'accès est plus difficile aussi, parce qu'après, maintenant, il y a des écoles comme Courtrage-May, etc. C'est vrai. Qui développent un peu ça, mais après, c'est vrai que j'ai jamais croisé personne... de monteuse, en tout cas, ou monteur d'origine maghrébine. Mais moi non plus. Tu sais, quand j'y pense, moi un petit peu en tournage, je trouve ça commence à aller sur les postes de tournage. C'est vrai. Un peu plus, mais c'est pas du tout représentatif de la population française, quoi. En proportion, on n'y est pas du tout, quoi. Donc, et c'est vrai que là, il y a 2 ans, moi, on m'a appelé pour un documentaire. Et c'était sur Angélique Kidjo, qui est une chanteuse béninoise, et la réalisatrice m'avait dit, mais j'ai cherché une monteuse d'origine africaine, ou un monteur, elle me dit, je n'en ai pas trouvé. Et elle me dit, je voulais quand même quelqu'un qui soit racisé, ou qui soit en tout cas sensibilisé à certaines problématiques, que ce soit le racisme ou la migration ou plein de choses, ou la double culture, enfin le fait d'être sensibilisé à ça, ça permettait aussi d'amener un regard peut-être un peu plus pointu, on va dire, sur le sujet traité, ou plus sensible en tout cas. Mais a priori, nous sommes encore une denrée rare. C'est vrai. Non, mais même moi, c'est pour ça que je suis hyper contente que tu me dises que sur Drag Race, ils aient aussi fait attention à ça. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, sinon, en montage, il y a un moment, je me suis posé la question, je me dis, mais je sais pas, qu'est-ce qui fait que, tu vois, ce milieu n'est pas trop forcément... Pas encore tout à fait perméable, mais je pense que le fait qu'on soit maintenant intégrés dans ce milieu-là, ça peut c'est vrai, permettre, peut-être, ou même, je sais pas, pour ceux qui écoutent le podcast, de dire, ah bah tiens, je peux aussi... ça peut se faire. Moi, à la base, je viens de Maubeuge, c'est pas la banlieue, mais c'est pas une ville... j'aurais jamais pensé faire le montage, ça m'est tombé dessus complètement par hasard. C'est vrai. C'était un métier, j'ai découvert ça complètement par hasard, quoi. Parce qu'il y avait une option cinéma et que il se trouve que la mère de ma meilleure amie était prof de lettres et de l'option cinéma. Et elle partait en littéraire, moi en S. Et la seule façon d'avoir des cours en commun, c'était de faire cette option. C'était vraiment, je me dis, oh bah tiens, on va tourner des courts-métrages, ça peut être rigolo et tout. Et
Et déjà en découvrant le truc, elle nous a fait, tu parlais de La haine tout à l'heure justement, c'est un des premiers films qu'elle nous a fait étudier, c'est La haine et tout, et je dis putain c'est génial, puis tu m'identifiais aussi, enfin elle choisissait des films auxquels on pouvait s'identifier avant de partir sur des trucs plus classiques on va dire. Et puis tout le monde était passionné par le tournage, moi ça m'avait pas trop... J'avais bien aimé écrire et tous les sujets, et après j'ai découvert le montage. Ouais. Et je me suis éclatée en montage, je me suis dit putain, on peut reconstruire les discours, on peut faire plein de choses et tout. Et je me rappellerai toujours, elle m'a dit mais tu sais, c'est un métier et tout, tu peux faire des études de ça. C'est pas vrai. Je dis ouais, mais attends, mais je vais vers ça. Non, c'est chouette. Et voilà, donc sans aucun plan de carrière ni rien, je me dis bon non mais c'est bien, du coup c'était ouais. Moi je sais que j'aime bien le côté intermittent, tu peux toujours bouger quand même. Mais je sais que c'est marrant parce que moi quand j'étais petite je me disais ah non moi je veux pas être dans un bureau et tout. Et en fait finalement même si je bouge souvent on est quand même très souvent assis. Mais je savais que les tournages, même des fois j'en assiste à quelques-uns, les tournages ça a l'air... C'est une autre forme de patience quoi, c'est vraiment... Ouais et puis t'as la pression de pas avoir ce que tu veux. Ouais. Tu vois, de louper un truc. Alors que tu dis en montage finalement tu trouves des solutions. Tu fais avec ce que t'as. Toujours, oui, t'es obligé même. Tu vois, il t'a l'obligation de trouver une solution, tu peux ne rien jeter. Et du coup, à l'avenir, qu'est-ce qui te plairait de faire ? Tu vois, comme je te disais, tu vois, j'y pense un peu de plus en plus. J'ai une émission par exemple qui s'appelle Prodige, c'est 2 Prime, et JJ me disait, ça te dirait pas de reprendre comme moi, t'engages... Enfin, je te laisse Prodige, parce que lui, il y a d'autres émissions, je te laisse Prodige et tu prends tes monteurs et tout ça. Et je me disais, ah non, c'est pas pour moi. Et en fait, je sais pas, la graine, elle s'est peut-être un peu... Enfin, tu vois, au début, je disais, oh non, pas du tout, moi j'aime bien, tu t'appelles qui tu veux, moi je bosse dessus. Et en fait, ça a un peu germé, j'ai l'impression. Je me dis de plus en plus, ouais, peut-être j'aimerais... faire un peu de gestion d'équipe. Ouais, et laisser la chance, tu vois, justement, à ce que je te disais, des petits jeunes, tu vois, par exemple, là, des assistants, j'en ai croisé plein, tu sais, des assistants qui étaient comme moi, mais pareil, tu vois, chez OCS, il y a encore les mêmes assistants qui sont super, et qui, du coup, partent pour tenter l'intermittence. Et à chaque fois, en fait, je me dis, ouais, si un jour, je gère une équipe, je laisserai peut-être leur chance, enfin, tu vois, c'est un truc que, ouais, j'aimerais peut-être de plus en plus faire quoi. Mais tout en faisant un peu de montage, tu vois, moi pour le coup tu vois c'est un truc que j'aimerais jamais trop abandonner. Moins monter peut-être, mais quand même toujours faire du montage, c'est un truc que je trouve encore assez important. C'était cool en tout cas. En tout cas j'ai hâte d'écouter les autres quoi. Enfin, tu vois, écoute, j'ai un peu la pression mais... c'est vrai. On dit cut pile poil. Ouais. Play Pause Cut, c'est terminé pour cette saison, mais je reviens très bientôt avec d'autres épisodes. En attendant, je compte sur vous pour mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcast pour favoriser le référencement, sans oublier de liker, partager, commenter et vous abonner sur les pages Facebook et Instagram afin de faire connaître ces contenus au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via Patreon, un site accessible sur abonnement dans lequel je vous raconte mon parcours, les étapes de fabrication des épisodes, les coulisses de certains projets sur lesquels j'ai travaillé et plein d'autres choses encore. Je vous souhaite à tous un très bel été et vous dis à bientôt pour d'autres discussions passionnantes en salle de montage.